Donc déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Charlotte, merci à toute l'équipe. Plusieurs choses. La première, c'est qu'on est venu parler à deux. Et on est venu... Enfin, en tout cas, moi, je suis venu pour apprendre. C'est ça qui m'a motivé à venir aujourd'hui. C'est que quand on nous a proposé d'intervenir sur cette journée consacrée aux addictions, je ne me suis pas senti très compétent pour ça. Et je ne nous trouve pas compétent dans l'accompagnement des problématiques addictives des parents dont on s'occupe. Tu disais qu'on s'occupe d'un service de psychiatrie périnatale. On a la chance d'avoir une offre de soins assez achalandée, on va dire. On a une consultation qui est ouverte à une population assez large. On a la possibilité d'aller à domicile aussi. On a un hôpital de jour. On travaille en collaboration avec des maternités étroitement. Et aussi, on a une consultation de référence dédiée aux futurs parents qui ont des troubles psychiatriques. Cette consultation anténatale, antéconceptionnelle, elle est pensée justement par rapport à ce qui a été dit ce matin, pour mieux organiser les parcours de soins de femmes et d'hommes qui ont un trouble psychiatrique chronique et qui veulent devenir parents, qui permettent de lutter contre ce que tu évoquais, Charlotte, ce matin, le risque d'arrêt du traitement intempestif, la perte de chance de qualité de suivi, ce qui a été évoqué par Judith van der Waarden et Maria Melchior, enfin ces différents éléments-là. Sur ça, on n'est pas parfait du tout, mais on est assez content du cadre qu'on pense, qu'on arrive à construire. Sur les addictions, on est assez en difficulté, et c'est pour ça qu'on intervient à deux, avec Béatrice Langelier-Bellevue, qui est assistante sociale dans le service, et qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an et demi, et qui nous a beaucoup secoué sur cette dimension-là. Il se trouve qu'on a eu quelques situations très très intenses autour des problématiques d'addiction, et qu'on s'est aperçu que notre modèle ne fonctionnait peut-être pas de la même façon, et qu'on devait l'ajuster. Donc, notre présentation a deux voies. Moi, j'essaie de faire un peu de théorie et de cadre clinique, et Béatrice va expliquer comment on a essayé de progresser. Et on est encore in process, en mouvement. C'est nul de faire de l'anglais, mais c'est encore en train de construire un cadre de soins différent. C'est ce que j'ai essayé de partager juste avant. Moi, mon souci, c'est que je connais très mal le domaine de l'addiction et que les parents que je rencontre qui viennent avec ce motif-là sont assez discontinus dans la prise en charge. Plus que ce que je connais avec les troubles psychiatriques chroniques. Et ça, évidemment, en tant que pédopsychiatre, attachementiste, c'est un sujet qui m'obsède un peu parce que notre travail, nous, c'est d'essayer de créer de la continuité. Et je vais y revenir tout à l'heure, la continuité aussi bien interpersonnelle, interactive, mais aussi la continuité dans la construction de l'espace et de l'environnement et du temps pour l'enfant. Donc c'est ça que je voudrais essayer de présenter. Évidemment, en tant qu'attachementiste formé par Nicole et Antoine Guédené, je ne peux pas m'empêcher de parler de la théorie de l'attachement au sens propre et avec toujours une forme un peu de volonté de préciser certains concepts. Je crois que cette théorie qui était mal connue est devenue très diffusée, parfois mal comprise, avec des risques de contresens, et je vais essayer de reprendre ça. Et puis, comme tu disais, je suis président de l'ANIS. L'ANIS, c'est une association qui a contribué au développement de Panjo, qui a été cité ce matin. L'ANIS est structuré les formations et les mises en place des dispositifs, et maintenant qui se recentre plutôt sur promouvoir les connaissances sur la santé mentale périnatale, promouvoir des démarches originales d'accompagnement et de soins en psychiatrie périnatale, j'espère que je pourrai vous décrire ça, et faire de la recherche qualitative aussi. Donc, la première chose, c'est qu'en introduction, j'ai regardé un peu les chiffres, j'ai trouvé des chiffres européens qui disent que finalement c'est très fréquent, les femmes enceintes avec abus de substances, beaucoup plus que ce qu'on a comme indication au départ. J'ai oublié de dire ça, c'est que moi j'ai des grands repères qui m'aident sur le plan épidémiologique, c'est que quand les gens de mon équipe vont en maternité, je veux qu'ils puissent rencontrer jusqu'à 20% des femmes qui vont accoucher. Donc c'est beaucoup, c'est au-delà des chiffres classiques autour des troubles chroniques. Mais je sais que par contre, celles qui vont nous concerner, mobiliser énormément d'énergie, et ce qui a été évoqué par Charlotte ce matin, et c'est comment on arrive à construire un parcours cohérent, c'est plutôt à peu près 5% des femmes qui ont des troubles psychiatriques chroniques très sévères, qui demandent des interventions multiples. Donc regardez ces chiffres, c'était intéressant. 5 à 11% des femmes enceintes utilisent des drogues, des substances addictives, quelles qu'elles soient. Et le chiffre de 4,5% des femmes enceintes usent de drogues illicites, ce sont plutôt des chiffres américains. Et puis bien sûr, ce qu'on a déjà dit et qu'on reprend, c'est qu'il n'y a pas plus stigmatisant que de dire qu'on est consommateur de toxiques.
Ce qu'on retrouve dans la littérature aussi, c'est quand même une motivation importante au changement. Je vais y revenir parce que ça structure un peu les projets de soins, enfin, en tout cas les protocoles de soins. Et je me disais, mais je sais que Patrice va en reparler, qu'on n'a pas encore cité ici, hein, qui pour moi est très important. Normalement, quand on travaille dans les addictions, tout le monde la connaît, c'est Corinne Chanal. Corinne Chanal, elle m'a tout appris, enfin tout appris. Tout ce que j'ai appris plutôt, c'est grâce à Corinne Chanal sur quelques jours. Et entre autres, vous savez, cette expérience qu'elle avait faite autour du fait qu'elle était sage-femme en maternité, et le soir, elle faisait du bénévolat pour lutter contre la propagation du sida. Et elle distribuait des seringues. Et elle disait qu'elle était surprise de ne jamais voir de femmes addictes à la maternité, et de voir plein de femmes qui consommaient des toxiques qui avaient des bébés. Et donc elle disait, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc elle les avait interrogées, et les femmes lui avaient expliqué ça. Le risque de la stigmatisation, le risque qu'on me sépare de mon enfant fait que je fais tout pour cacher mon addiction aux professionnels de santé, pour éviter d'être désigné et donc d'être mise en danger. Et c'est comme ça que s'est créée la notion de sage-femme, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends, la notion de sage-femme de coordination, c'est-à-dire qu'une personne de référence, de confiance, qui devient l'interlocuteur principal du sujet, de la patiente, de la femme enceinte dans ce cadre-là, et qui aide à organiser le panorama de l'offre de soins. Pareil, je suis attachmentiste. Attachmentiste, ça veut dire qu'on parle beaucoup de liens privilégiés, de figures d'attachement principales, on disait beaucoup aussi. Et donc quand je suis allé à Montpellier voir Françoise Molina et Corinne Chanal, eux, ils n'avaient pas peur de faire entrer 15 personnes dans la salle qui s'occupaient tous de la même famille. Au début, moi, j'étais un peu déstabilisé de voir autant de professionnels, et je me disais qu'il y avait un risque d'abord de contresens, de controverses, et voire de perte de cohérence. Et j'ai été assez impressionné de ce travail de la sage-femme de coordination qui aidait à chacun à être à sa place. Elle m'avait appris ça avec une phrase, et j'avais pu expérimenter ça en maternité ensuite, c'est que quand une femme est enceinte, qu'elle a une problématique psychiatrique, qu'elle a des problèmes de consommation de toxiques, souvent l'obstétricien s'occupe de l'addiction, l'addictologue s'occupe de problèmes psychiatriques, et le psychiatre s'occupe de la grossesse parce qu'il n'a surtout pas envie qu'elle accouche dans ses lits. Et donc tout le monde se sent insécurisé parce qu'il est mis face à son incompétence, parce qu'il s'occupe de ce qui le met le plus en danger. Et si j'ai bien compris le principe de la sage-femme de coordination, c'est qu'elle aidait chacun à se sentir à sa place, et elle comme garante de la cohérence du parcours. Bon, ça, vous avez parlé c'est vous, je ne sais plus. Donc on a parlé d'Elsa ce matin, c'est vous, c'est ça. Et je ne sais pas si c'est exactement ça que ça consiste, mais enfin, tout ça, c'est la philosophie que j'ai apprise là, et qui quand même reste finalement une philosophie, pour moi, attachmentale. Donc, juste, dans notre service, le CPBB, les gens viennent très rarement sur le motif des addictions. Ça arrive, mais c'est plutôt sur d'autres motifs, et on les voit, en fait, c'est au fur et à mesure du suivi qu'on découvre qu'il y en a énormément, qui ont des problèmes d'addiction, qui se surajoutent aux autres problématiques, comme l'a évoqué Charlotte tout à l'heure. Donc ce sont des circuits différents, et si on veut construire des parcours cohérents, il va falloir qu'on s'attelle à travailler de manière plus étroite avec SAPA et autres, mais ça je vous laisse l'expliquer. Donc je disais que je voulais quand même redonner quelques bases sur la théorie d'attachement, je ne vais pas vous faire un cours sans fin, normalement il y a des éléments, mais surtout je vais dire ce que n'est pas la théorie de l'attachement. La première chose quand même, c'est que c'est une théorie qui a été pensée autour des expériences de séparation. Des expériences de séparation extrêmes, comme les placements d'enfants en pouponnière, d'ailleurs en France, et les expériences de séparation plus banales, qui sont les enfants hospitalisés, par exemple, pour une intervention chirurgicale brève. Et Bowlby et ses équipes, et les équipes françaises, avaient décrit les réactions des enfants à la séparation, l'importance de la continuité et autres. Ce n'est pas le seul cadre de pensée pour la théorie de l'attachement, mais celui-là, il est finalement princeps, originel et essentiel, et puis ça vient réalimenter toute notre pensée autour de la clinique de pédopsychiatrie et de psychiatrie périnatale. Quand même, ça s'inscrit aussi dans un moment héroïque sur les découvertes des compétences précoces du nourrisson, des interactions parents-bébés. Je ne peux pas m'attarder sur ça, mais vous savez, l'image qu'on voit en bas, c'est l'image du visage impassible. Quand je le présentais il y a 5 ou 8 ans, personne ne le connaissait. Maintenant, tout le monde a vu cette vidéo qu'on trouve sur Internet assez facilement, où on voit très bien un bébé qui réagit non pas à la séparation, mais à la rupture interactive, parce que la mère reste immobile, et on peut décrire une sorte d'équivalent. Vous savez, la réaction à la séparation d'un enfant dont le parent s'en va pendant plusieurs jours, quand l'enfant est hospitalisé, on décrit la première phase de protestation, ensuite le désespoir, le détachement. Au début, l'enfant résiste, au bout d'un moment, il pleure et il est inconsolable, et le moment qui nous inquiète, c'est quand il est apparemment indifférent aux séparations et aux retrouvailles. Et finalement, c'est un modèle similaire chez le bébé, une première phase où il essaie de réanimer son parent, une phase où c'est tellement terrifiant qu'il finit par pleurer, se décomposer, et si ça continue encore, il essaie d'éviter le contact avec son parent qui reste impassible, parce que c'est trop insupportable. Donc ça a servi de base
de cadre conceptuel général dans lequel est née la théorie de l'attachement. Encore une fois, avant 2003, la théorie de l'attachement, c'était extrêmement confidentiel en France. Et puis, j'aime beaucoup cette phrase de Nicole Guédonné qui dit « Quand un bébé va bien, c'est-à-dire quand il est à l'abri, quand il a suffisamment à manger, toute son énergie, toute sa motivation relationnelle est pour nouer une relation d'attachement avec un adulte. Parce que c'est essentiel, je ne vais pas redire ça, mais c'est une théorie évolutionniste, c'est essentiel à la survie de l'espèce que de s'attacher à un adulte dit plus fort et plus sage. » Mais ce qui est important, c'est que cette théorie, elle n'est pas explicative en elle-même, et ça s'inscrit dans des modèles plus globaux qui ont déjà été évoqués un peu ce matin, autour de, j'aime bien le modèle écologique, celui de Bronfenbrenner, qui parle de l'enfant dans un ensemble d'interactions, évidemment avec ses parents, sa mère, son père, mais plus élargi avec la famille, parfois les professionnels aussi. Et la question qu'on t'a posée ce matin, moi c'est comme ça que j'aurais répondu. Quand on est seul et qu'il n'y a personne, les professionnels peuvent être des figures alternatives d'appui pour des familles très fragilisées. Et j'aime bien ce modèle circulaire, je déteste les modèles pyramidaux. Le modèle circulaire, je trouve que ça permet de penser ces cercles concentriques d'aides successives, plus ou moins solides, et qu'on peut essayer de compenser avec les différentes approches. Donc, si Winnicott disait qu'un bébé seul n'existe pas, des parents seuls ne devraient pas exister. Et finalement, quand on va bien, ça ne se pose même pas comme question. C'est-à-dire que les parents, ils passent leur temps à prendre de l'information et s'appuyer sur autrui, leurs propres parents, leurs amis. La population dont on s'occupe, nous, elle est souvent très isolée. Je vous rappelle qu'une bonne question, une question attachement pertinente, c'est en situation de détresse, à qui vous faites appel? Et des gens qui vous disent à personne, vous avez une très bonne illustration de la fragilité de leur représentation des relations d'attachement. Donc, on doit mettre en place des dispositifs pour les parents les plus vulnérables pour qu'ils ne soient pas seuls avec leur bébé. Et donc, c'est le rôle des professionnels. Et l'idée de construire un sentiment de sécurité en gigogne. Je passe sur le fait que le modèle écologique dit bien qu'il y a la question des interactions interpersonnelles, mais il y a bien sûr où est-ce que vous vivez. Si vous vivez à Gaza, si vous vivez à Poitiers, c'est évidemment très différent et les modèles sont difficilement réplicables. Les paradigmes de la théorie, et donc c'est là où je ne veux pas m'empêcher de reprendre des bases essentielles. D'abord, c'est une théorie du stress et de la peur, la théorie de l'attachement. Il ne faut pas oublier ça. C'est une théorie sur comment, en situation de stress, je recherche la proximité d'un adulte, dit plus fort et plus sage, qui va m'aider à retrouver une sécurité dans la réalité, donc une sécurité effective, qui va devenir de la sécurité affective. C'est très important parce que ça veut dire que c'est pas la théorie d'attachement, le lien d'attachement, c'est pas un lien bidirectionnel ou réciproque, c'est un lien d'un besoin de l'enfant qu'il exprime auprès de quelqu'un qui va pouvoir lui répondre. Et c'est ma diapo d'après où j'explique pourquoi c'est important de dire ça. Je continue, c'est le comportement d'un enfant envers un ou quelques adultes qui s'occupent de lui. Et le bébé est destiné à s'attacher, ça veut dire que, sauf situation extrême, il va s'attacher à ses parents. Le sujet, ça va être la qualité des liens d'attachement. Donc c'est une relation fondamentalement asymétrique. On rappelle que c'est processuel. Charlotte l'a dit ce matin. On ne naît pas parent, on le devient, ça se construit, c'est un processus, et c'est pareil, le lien d'attachement, c'est un processus. Ça s'apprend, la relation. Au moins jusqu'à 1 an, puisqu'on peut décrire les styles d'attachement, mais même jusqu'à... Il faut que je fasse attention avec le temps quand même, parce que je vois que je suis à la diapo 3 et qu'on a déjà passé 20 minutes. Mais pour accéder à des représentations des attachements, c'est jusqu'à 6 ans. Au moins jusqu'à 6 ans. Et puis en fait, c'est toute la vie. Bowlby disait, l'attachement, c'est du berceau jusqu'à la tombe. Donc les premières expériences relationnelles de sécurité effective et affective prodiguées par l'entourage vont modeler ma façon de me voir et de voir le monde. Ce qu'on dit, c'est que ça contribue à l'estime de soi. Je mérite qu'on m'aide ou pas. Et ça correspond à une représentation du monde. Je peux faire confiance, je peux oser dire que j'ai besoin d'aide, ou je préfère ne pas le faire parce que c'est trop dangereux. Il vaut mieux se débrouiller. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est vraiment de l'attachement insécure. J'ai appris qu'il fallait me débrouiller tout seul parce que c'est trop dur de demander, c'est trop dangereux. Et c'est une théorie des relations interpersonnelles, c'est pour ça qu'elle est complémentaire des autres approches. Le but, c'est pas d'essayer d'opposer, je sais pas moi, les théories de développement de Piaget, les théories psychanalytiques ou les théories d'attachement. Chacune nous aide à concevoir des aspects, des dimensions de la construction de la personnalité. Donc, à chaque fois que je fais une présentation sur la théorie de l'attachement, je remets cette diapo en rappelant ça. L'attachement prénatal, c'est un faux sens, si on suit le terme qu'on vient d'employer. On ne parle pas d'attachement prénatal, puisque l'attachement, c'est la détresse de l'enfant qu'il exprime à l'égard du parent. Pourtant, il existe des échelles, en pédiatrie en particulier, qui parlent de cet fameux attachement prénatal, l'attachement de la mère à son enfant.
Et c'est une confusion avec ce qu'on appelle le bonding, parce qu'on n'a pas su le traduire, c'est-à-dire tout l'investissement maternel, parental du bébé, comment je le rêve, comment je le fantasme, qui sont des dimensions très importantes de la parentalité, mais qui n'est pas nécessairement comment je pense qu'il va avoir besoin que je le protège. Et ça, c'est crucial. La parentalité, elle est faite de dimensions différentes qui se complètent. Et vraiment, si j'insiste sur ça, c'est parce que si on travaille en parentalité, notre sujet, c'est pas de savoir s'il y a un lien qui se construit entre la mère et son bébé, entre le père et son bébé, s'ils vont s'aimer. C'est savoir si les parents sont capables de mobiliser certaines de leurs ressources, des ressources extérieures, pour créer les conditions de la protection de l'enfant. La protection matérielle et affective, encore une fois. La théorie de l'attachement, c'est de ça dont elle parle. Comment je mets tout en œuvre pour protéger mon enfant, effectivement, affectivement, je me répète. Donc on distingue tout ce qui est du lien interpersonnel, du plaisir de la découverte, du lien d'attachement, qui est les besoins de l'enfant, et la réponse du parent, et c'est sur ça que je vais insister, et c'est pour ça que j'ai un peu inversé ma proposition, sur la notion qui nous occupe ici, c'est la notion de caregiving. C'est comment le parent se sent investi d'une responsabilité à l'égard du bébé. Et j'insiste sur ça, c'est vraiment le sentiment de responsabilité parentale qui est au cœur du caregiving. C'est-à-dire, je fais que d'abord, je m'engage effectivement, je me rends disponible, je suis accessible pour mon enfant, mais surtout, je fais de ses besoins une priorité. J'ai toujours en tête qu'il faut que je m'occupe de lui avant même de m'occuper de moi-même. C'est ce que vous racontent tous les parents. Ils disent, j'en ai vu un cette semaine qui m'a dit, ça fait 10 jours qu'il a remplacé sa femme. Leur enfant a 2 mois. Il dit, j'avais pas mesuré que c'était aussi dur. J'ai pas eu le temps de me doucher avant 15 heures. Je voyais sa femme à côté qui dit, bah oui. Heureuse que tu le découvres maintenant, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il peut pas, ses besoins vont passer après. Et donc, on va toujours prioriser les besoins de l'enfant. C'est une dimension de la parentalité qui est à la fois phénoménale. C'est très rare dans les expériences humaines qu'on se sente autant responsable de quelqu'un au point que nos besoins passent après. Et quand même, c'est une expérience phénoménale, mais qui parfois peut être aussi très menaçante. Et je crois que les gens dont on s'occupe viennent parce que cette responsabilité est vertigineuse et qu'elle les met en danger. Et quand j'entends parler des suicidaires, ce sont des gens qui disent « Moi, je me sens tellement en danger que je préférais m'échapper de toutes les manières possibles, voire passer par la fenêtre. » Et j'entends, moi, de plus en plus les propos suicidaires chez des femmes, voire chez des hommes, et qui sont corrélés avec ce que je viens d'évoquer là. Ce qui est très important dans la théorie de l'attachement, c'est que le caregiver, donc c'est comment il est sensible aux besoins de l'enfant, et qu'il répond dans la réalité d'abord. Donc c'est la notion de proximité physique, dans un premier temps, qui est essentielle. Je te prends dans les bras pour te réconforter. Un enfant de moins d'1 an, on peut toujours lui dire « Oui, bien sûr, t'inquiète, je m'occupe de toi ». Ça ne suffit pas, il faut agir, il faut le prendre dans les bras et le contenir. Et c'est pour ça que c'est processuel, c'est que ces réponses comportementales structurent des façons d'être ensemble qui vont petit à petit devenir des représentations, pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Et donc le caregiving, pourquoi j'insiste dessus ? D'abord parce que ça dépend de nos propres expériences, et c'est là que c'est lié. Je me sens capable de prendre soin d'autrui en fonction de comment on a pris soin de moi aussi. Quand j'ai appris qu'il fallait se débrouiller tout seul, c'est difficile de voir la dépendance et la vulnérabilité du bébé. Supporter que celui-ci soit complètement dépendant, ça vient attaquer tous les modèles qu'on s'est construits. Donc c'est ça qui est aussi en jeu dans les attaques de la parentalité et du caregiving. Donc le caregiving, souvent, on décrit différentes dimensions qui ont été évoquées par Charlotte, mais qui sont très importantes. Il y a la notion de sensibilité, c'est-à-dire ne pas se tromper sur les signaux de l'enfant. Quand il pleure, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a froid ? Donc ça, c'est la sensibilité parentale, décrite par Mary Ainsworth. Ça veut dire qu'aussi, on prend dans ses bras quand il en a besoin, et pas quand on en a besoin soi-même. On ne prend jamais trop son enfant dans les bras quand on ne se trompe pas de message. La théorie de l'attachement, elle dit bien ça. Elle dit bien qu'on prend quand l'enfant est en détresse, le prendre dans les bras, c'est utile et c'est sécurisant. Mais par contre, quand c'est pour se réconforter soi-même, c'est encore autre chose. Donc la sensibilité parentale, c'est ne pas se tromper sur les signaux émis par l'enfant. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les pleurs du bébé. Vous savez que, en fait, on apprend à comprendre les pleurs du bébé plus par le contexte que par la modulation du pleur. Donc c'est de l'apprentissage, c'est de la construction. Voilà. Et la deuxième dimension qui me paraît très importante, qui est la notion de mentalisation déjà décrite par Charlotte ce matin, mais qui est vraiment essentielle parce que tous les protocoles de soins, les projets de soins basés sur l'attachement et en particulier dans les addictions, travaillent avec ce concept de mentalisation et de fonction réflexive. La mentalisation, c'est comment j'arrive à explorer mes propres états mentaux et comment j'arrive à explorer les états mentaux d'autrui. Et à les penser comme bien distincts et qu'on n'est pas dans une sorte de symétrie ou de porosité absolue.
Et donc c'est tout le champ, c'est du post-attachement ça en fait. C'est l'évolution de la théorie de l'attachement, la mentalisation. C'est Fonagy, qui est un psychanalyste attachmentiste, qui a contribué au développement du concept et de ses outils. Et la notion de fonction réflexive. La fonction réflexive, c'est ce qu'on peut modéliser de la mentalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, ils insistent sur deux fonctions réflexives. La fonction réflexive dite auto-centrée, je travaille sur mes états mentaux, et la fonction réflexive parentale, je pense les états mentaux de mon bébé et j'arrive à les conceptualiser et à donner du sens. Donc finalement, c'est ce que d'autres appellent l'altérité. C'est-à-dire je te considère comme un sujet à part entière qui a des pensées, des émotions, et j'essaie de les traduire pour toi. Voilà. Et alors là, c'est là que j'ai essayé d'être un peu différent, c'est que j'ai voulu regarder un peu les rebonds. Alors, ce qui est important, c'est que la théorie de l'attachement, elle a été populaire parce qu'elle est vérifiable. Il y a des outils de validation, des outils expérientiels, enfin expérimentaux, qui permettent de catégoriser les populations. Ça a commencé avec l'enfant. Vous savez, les fameux styles d'attachement, insécure, j'y reviendrai rapidement. Mais secondairement, on s'est intéressé aussi à l'attachement chez l'adulte, avec des symétries, mais c'est un modèle différent. Pour la situation étrange, le modèle de catégorisation de l'attachement chez l'enfant à 1 an, c'est particulier parce qu'en fait, on stresse l'enfant. On le met en situation de stress et on regarde comment il réagit et on le catégorise. Chez l'adulte, stresser l'adulte, ça aurait été compliqué pour le catégoriser, pour lui faire des expériences comme ça. Donc, on travaille sur ces représentations des relations d'attachement. Donc, c'est le fameux Adult Attachment Interview. Puis, j'ai bien regardé pour aujourd'hui. Il y a un outil un peu plus simple qui s'appelle le Parent Effective Functioning, je crois, qui est adapté pour la parentalité, qui en fait explore les représentations de l'adulte, de ses relations à autrui, en particulier des relations d'attachement qu'il a pu avoir. Et à travers le discours, pas simplement le contenu du discours, mais la forme du discours, on peut faire des catégories similaires à celles qu'on connaît chez l'enfant. Donc on retrouve, vous voyez, dans une population générale, à peu près les mêmes proportions de 60%, de 58% d'adultes sécures, 23% d'évitants, 19% de préoccupés, qui sont les catégories de l'enfant que je reprendrai tout à l'heure. Mais peu importe, on s'en fiche un peu du chiffre, et 18% d'irrésolus. C'était juste pour vous montrer que dans la population d'usagers de substances, dans les articles que j'ai trouvés, on est dans une inversion quasi complète, c'est-à-dire qu'on a seulement 10 à 20% d'adultes dits sécures. Donc ça veut dire que c'est une population qui est fortement insécure, qui a des expériences de relations d'attachement et de représentation de relations d'attachement très insécurisées. Après, si on essaie de rentrer dans le détail, ça devient un truc d'attachementiste qui ne va pas vous concerner sur les styles d'attachement et ce que ça représente, et on n'arrive pas à être très précis. Mais le message important, c'est que c'est une population, ce que vous savez en clinique de manière évidente, qui ont des expériences de trauma, de perte, de séparation, de rupture, et que ça a forgé une représentation de la relation à l'autre qui est insécurisante, donc il est difficile de faire confiance. Ça, c'est la base de ce qu'on apprend avec les outils chez l'adulte. L'autre point, alors j'ai un peu mélangé les choses, mais l'autre point, c'est, je voulais revenir sur ça parce que quand même, on ne peut pas ne pas citer le terme de figure d'attachement. Alors il y a des choses que j'ai déjà dit, des aspects que j'ai déjà dit, la notion de soins physiques et émotionnels affectifs, prioriser les besoins de l'enfant, mais c'est aussi parce que je voulais infléchir ce qu'on a beaucoup dit les attachmentistes, c'est qu'on a souvent parlé de figure d'attachement principale et de figure d'attachement secondaire. Et aujourd'hui, dans les articles plus récents, on insiste sur l'importance pour l'enfant de nouer des relations avec plusieurs adultes, c'est-à-dire que plusieurs adultes soient investis comme des figures d'attachement de manière équitable. Pas égale, mais équitable. Donc c'est pour ça que je voulais cette diapo-là, elle est importante. Après, ça c'est les diapos sur lesquelles je me suis beaucoup amusé, moi, à faire mes petits schémas, qui permettent de vous décrire aussi une notion qui est mal comprise. Souvent, en clinique, si autour de vous on parle d'attachement, on parle de troubles de l'attachement. C'est cette notion-là, alors mes diapos vont se répéter après, mais peu importe. Il faut bien distinguer l'attachement sécure, insécure et les troubles de l'attachement. Sécure et insécure, ce sont des modèles expérimentaux à 1 an de la situation étrange. Ce sont des styles d'attachement adaptatifs face aux réponses parentales quand l'enfant est en détresse. Donc on fait rentrer le parent de la salle, on regarde comment l'enfant réagit, et on peut distinguer des styles d'attachement. Là, en population générale, on dit que c'est 60% de la population est sécure, 30% qui seraient évitants ou ambivalents restants, donc insécures organisés, et 10% qui seraient désorganisés. Après, pareil, ce sont des querelles de spécialistes. Est-ce qu'il y a des organisations, c'est une catégorie à part ou c'est une catégorie qui surplombe les autres? Peu importe. C'est juste pour vous donner des repères.
60%, c'est la population générale d'enfants qui sont dits sécures. Mais vous voyez, les derniers petits carrés en bas, ce sont les troubles de l'attachement. Donc quand on parle de troubles d'attachement, on parle de quelque chose de très spécifique, qui n'est pas évalué avec la situation étrange, qui est clinique. C'est une description sémiologique et syndromique d'enfants qui, après un an, ont développé des symptômes spécifiques. On parle troubles d'attachement inhibé, désinhibé. Ce sont des enfants qui, pour des raisons particulièrement adverses, n'ont pas pu construire de relations suffisamment continues avec un ou quelques adultes. Et en fait, ils n'ont pas construit de repères. Je vous ai dit au début, le bébé ne peut pas s'attacher à quelqu'un dans les conditions normales. Les troubles de l'attachement, c'est que les conditions étaient tellement anormales qu'ils n'ont pas identifié d'adultes suffisamment récurrents pour eux. C'est important parce que ce sont les enfants placés dans les orphelinats dans des conditions extrêmement délétères, non plus en France, mais c'est pas aussi simple. Mais en tout cas, ce sont les enfants qu'on décrivait dans les années 50 en particulier, qui ont des tableaux d'allure autistique, d'apparence autistique, des très forts retraits relationnels, qui ont des gros troubles du développement, troubles de l'apprentissage, des troubles moteurs aussi, mais qui sont, même si le syndrome paraît autistique, il est très relationnel, il est lié à l'absence de nourriture affective suffisante, c'est la fameuse carence affective. Donc, s'il y a deux choses à retenir sur ce que ce n'est pas un lien réciproque, c'est vraiment les besoins de l'enfant exprimés à l'égard de l'adulte, et les troubles de l'attachement, quand on parle d'une catégorie très particulière, sinon on parle des styles d'attachement. Je rappelle que l'attachement sécure ou insécure sont des stratégies dites adaptatives, c'est plus ou moins solide, mais ce n'est pas normalement pathologique, même s'il y a des corrélations. Par contre, l'attachement désorganisé, c'est quand l'enfant n'a pas de ressources claires je vais y revenir après. Mais l'attachement désorganisé, ce sont des enfants qui n'ont pas de stratégie cohérente face à la détresse, en situation de détresse pour manifester leurs besoins. Je vais y revenir après. Donc j'ai cherché dans la littérature, quand il y a des addictions chez les parents, le taux de sécurité et d'insécurité chez les enfants. Vous voyez que là, pareil, on retrouve des taux qui ressemblent à ce qu'on a décrit chez l'adulte. 68% des enfants qui seraient insécures. Et il y avait des comparaisons avec d'autres dimensions dans cette étude-là. Dans les troubles psychiques parentaux, c'est plutôt 55%, la précarité 45%, la consommation d'alcool 65%, la maltraitance 85%. Donc c'est quand même une population particulièrement à risque d'insécurité de l'attachement chez l'enfant quand ils ont vécu avec leurs parents qui ont des consommations de produits. C'est aussi le message à retenir. Le reste, c'est de la littérature sur les spécificités. Juste, si c'est adaptatif, apparemment, c'est quand même mieux d'être sécure parce que ça permet d'être plus facilement à exprimer ses besoins, de mieux réguler ses émotions, de nouer des relations interpersonnelles plus confortables. Ce qu'on dit souvent, c'est que des insécures trouvent des relations amicales ou peu de relations amicales, ou alors avec des gens aussi insécures et que ça fait un peu des étincelles. Mais ce n'est pas censé être pathologique. Ensuite, c'est la façon dont ils se comportent. Les évitants, ils minimisent leur comportement d'attachement, ils sont plutôt à essayer de se débrouiller par eux-mêmes, quand les ambivalents résistants sont eux très insistants, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est pas l'essentiel. Mais 60% de sécures, c'est la population générale, 30%, en population générale, 60% de sécures, 30% d'insécures, 10% de désorganisés. La même blague très éculée maintenant, c'est que 60% de sécures, c'est où sont-ils? Parce qu'ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas dans la population clinique qu'on reçoit. Donc je ne connais pas moi de gens sécures. C'est pas mes parents, c'est pas ma famille, et quand on va dans le soin, souvent on a aussi des questions personnelles à travailler, et donc probablement que nous sommes plutôt dans les 30% d'évitants, ambivalents résistants et autres. Voilà. Donc les troubles de l'attachement, je vous les décris, c'était juste pour que vous ayez ces notions-là, le diaporama, si vous voulez, pour être accessible. La psychopathologie, c'est important. En fait, c'est la question toujours de la corrélation, de la causalité, mais on va se libérer de ça. Quand on fait des suivis de cohortes, les sécures s'en tirent mieux. Les insécures évitants ont plus de troubles dits externalisés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de troubles du comportement, et les insécures ambivalents résistants ont plus de troubles dits internalisés, anxiété, dépression. Mais c'est de la corrélation, c'est-à-dire que ce sont des facteurs de risque ajoutés. Donc c'est pas hyper pertinent, on ne va pas essayer d'éviter que les gens soient évitants, en plus on n'aura plus de soignants, donc ce serait problématique, et surtout que c'est organisé en plus, donc c'est pas trop notre problème. Mais par contre, on est un peu plus fragile quand on est évitant et ambivalent résistant. L'attachement désorganisé, c'est intéressant et c'est important, parce que là, je vous disais, ce sont des enfants qui n'ont pas de stratégie claire. Pourquoi? Et c'est ma diapo d'après, j'ai l'habitude de toujours dire la diapo d'après sur la diapo précédente. Pourquoi? C'est parce que, en fait, les personnes en situation de détresse, ce sont les mêmes personnes qui sont censées les réconforter qui leur font peur.
Et donc, ça fait qu'ils sont pris dans une contradiction absolue. Ils auraient besoin de manifester leur détresse, et en fait, cette personne-là leur envoie des messages ou contradictoires, ou changeants, ou imprévisibles. Et ce qu'on dit, en fait, l'attachement désorganisé, c'est une relecture des premières situations étranges à partir de ce qu'on a découvert avec l'adulte attachment interview chez l'adulte. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'adultes qui étaient dits irrésolus, le chiffre que la notion que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas d'explication cohérente de leur représentation des relations d'attachement à leurs propres parents. Et après, on a relu les vidéos de situations étranges, on s'est aperçu qu'il y avait des enfants, on avait forcé des catégories, mais en fait, ils étaient très désorganisés, parce qu'il y avait des messages contradictoires. Vous savez, ces enfants qui se précipitent vers leurs parents, et au dernier moment se détournent, ou qui, quand ils sont en détresse, se jettent par terre, ou se jettent dans le pistolet autonos, ou qui vont se coller contre le mur. Plein de comportements qui paraissent incohérents, voire pas du tout adaptés, bien sûr, et qui sont probablement ça, pris entre la détresse et pas savoir vers qui l'adresser, vers qui l'orienter. Et ça, pourquoi c'est important ? D'abord, c'est important parce que c'est une cible clinique importante. Pareil, c'est un peu au-delà, si la corrélation est là, c'est un peu plus important, mais surtout pour la psychopathologie, c'est intéressant. En fait, quand on est désorganisé, on n'a pas de stratégie pour réguler ses émotions, on est débordé par tous les mouvements émotionnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, et en fait, on est dans une sorte de menace permanente. Et quand on suit les cohortes d'enfants dits désorganisés, ce sont des enfants qui sont plus à risque de troubles du comportement ultérieur, plus à risque probablement de troubles de la personnalité, et ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, ce que j'ai écouté dans le train autour des troubles de la personnalité, et plus à risque de consommation de toxiques, qui fait qu'il rejoint nos questions, autour de troubles de la personnalité et de consommation de toxiques. Donc, si on arrivait à mieux identifier les enfants dits désorganisés ou confrontés à des situations désorganisantes, là, on pourrait espérer infléchir des parcours de vie et protéger de certaines adversités. Ce qui est important aussi, c'est quand on parle d'attachement désorganisé, c'est que les parents qui sont finalement ceux qui sont censés les protéger, qui sont la source d'alarme, ce qui est important, c'est que ce n'est pas nécessairement des parents maltraitants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très fortement représenté dans la population de parents maltraitants, mais c'est aussi des parents qui sont eux-mêmes irrésolus. Ça veut dire qu'ils ont des expériences traumatiques qui ne les rendent pas suffisamment disponibles et suffisamment prévisibles dans la relation à l'enfant. Donc, du syndrome de stress post-traumatique et plein d'autres aspects, mais le syndrome de stress traumatique, c'est un très bon modèle de risque de désorganisation de l'attachement. Voilà, je finis sur les notions de base. Et je vais essayer de laisser du temps à Béatrice quand même, juste pour une dimension qui est... On a parlé de suivi d'attachement, on a parlé de stress, on a parlé de la relation parent-enfant, le système d'attachement qui appartient à l'enfant, le caregiving, réponse du parent. Il y a deux notions qui sont importantes, c'est la notion de base de sécurité et de havre de sécurité. C'est comment, en tant qu'adulte qui répond aux besoins de quelqu'un en détresse, on joue deux rôles alternatifs qui sont « je suis un appui pour toi, je t'aide à découvrir le monde », et « je suis un havre », ça veut dire que je suis capable de recueillir ta détresse, l'entendre et la métaboliser, la transformer pour toi. Ce qui peut être une façon de penser le soi intéressante. Mais bon, je n'ai pas le temps de vous décrire ça. C'est aussi cette diapo, je l'aime beaucoup pour pouvoir insister sur cet aspect. La théorie de l'attachement, si on veut le résumer, il y a une autre façon de le dire, c'est une voie vers l'autonomie et non vers l'indépendance. C'est comment le bébé, au départ, est dépendant, les expériences de détresse à laquelle on répond, selon la réponse, ça peut forger une forme d'indépendance. J'ai appris à me débrouiller tout seul. Et je ne demanderai pas d'aide, je préfère me faire découper en 4 plutôt que de dire que j'ai besoin d'aide. Ce sont les gens qu'on voit en clinique. L'autonomie, c'est autre chose. C'est parce que quand j'ai été en détresse, on a répondu à mes besoins, je peux faire seul, je sais que j'aurai un appui sur qui je pourrais m'appuyer. C'est très différent, c'est probablement plus facile. Mais je ne connais pas. Je vous disais, la mentalisation, la régulation émotionnelle, c'est le 2.0 de la théorie de l'attachement, c'est comment on le pense dans une démarche de soins. Et justement, la controverse, le débat autour des protocoles, des programmes d'intervention, attachement orienté, les programmes d'intervention pour lutter contre les problèmes d'addiction et la parentalité, il y a toute une première période qui était très comportementale, très psychoéducative. On va te dire comment faire avec ton enfant, on va essayer de te faire rentrer dans les services de soins. Et apparemment, les résultats étaient très insatisfaisants. Et la deuxième génération, très portée par Nancy Suchman, qui a déjà été évoquée ce matin, c'est de dire on ne peut pas rester sur du conseil et des recommandations et du portage, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la représentation parentale. Et ça redéploie ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Elle a un protocole assez structuré, 12 séances en postnatal, avec la mère et le bébé. Et elle insiste beaucoup sur ça. Et elle insiste pendant longtemps, on disait, si la mère soigne ses addictions, ça va faire du bien à l'enfant.
Aujourd'hui, l'idée, c'est que comme l'enfant est là, d'abord, il faut l'inclure dans le soin, et ensuite, c'est ça qui va probablement être un levier puissant pour que le parent ait envie de lutter contre ses difficultés propres. Et donc son protocole, c'est d'abord essayer de nouer une alliance de travail, ensuite travailler sur les mentalisations de la personne en tant qu'elle-même, ensuite travailler sur la mentalisation de qu'est-ce que mon bébé peut ressentir, avec une série de questions très simples autour de, à votre avis, qu'a-t-il éprouvé, dans quel état d'esprit est-il. Et puis, quand même, Sushma, elle a intégré la thérapie par vidéo-feedback. Et évidemment, nous, ça fait longtemps qu'on essaie de l'installer de manière stable dans le service, on est nombreux à s'être formés. 1 minute sur ça, thérapie par vidéo-feedback, c'est un outil puissant thérapeutique. On filme une courte interaction parent-enfant, on n'intervient pas du tout, on les regarde faire, avec une consigne très simple, et ensuite on reprend la vidéo avec le parent. Et on commence par ça, par la question, comment c'était pour vous? Est-ce que c'est comme à la maison? Est-ce qu'il y a un moment qui était plus difficile, un moment qui était agréable, un moment désagréable? Et pour votre enfant, à votre avis? Et rien que ça, on explore les représentations du parent, et en plus, il y a un truc fabuleux, c'est que ça change la posture. Souvent, quand on est dans des relations avec des gens qui ont des troubles de la personnalité, moi, mon expérience, c'est que parfois, ils essaient de se mouler sur ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, surtout avec le médecin qui est là, avec son savoir, qui va diffuser. De thérapie par vidéo-feedback, la vidéo triangule. On regarde la vidéo ensemble, on observe quelque chose, on se dit, tiens, qu'est-ce que tu as vu, toi? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Et parfois, il y en a, ils tapent sur l'épaule, j'ai vu ça, là. Ils ont envie de montrer aussi quelque chose de leur expérience, et puis ça a une force d'après-coup aussi. Quand ils sont pris dans l'expérience, s'ils sont en consultation avec leur bébé, ils sont tellement pris entre le bébé, ce qu'ils doivent me dire, qu'ils ne sont pas toujours disponibles et qu'ils ne sont pas conscients, disponibles pour explorer leurs affects et leurs émotions. La thérapie par vidéo-feedback, c'est on se met après coup et on réexplore qu'est-ce qu'on a pu vivre dans la relation. Je ne peux pas rester plus longtemps dessus, mais voilà, c'est un outil, à mon avis, très, très riche. J'ai fini, je ne vous cite pas ça, mais il existe un certain nombre de programmes, ils sont tous inspirés de la même façon, ils insistent tous sur la mentalisation et le travail de régulation émotionnelle. Sachant que les cibles thérapeutiques, on a 2 dimensions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, c'est crucial. Notre travail, et c'est un travail macro, un travail micro. Je pensais à ça, je crois que c'est Marcelli qui disait ça au départ, qui parlait des macro-rythmes et des micro-rythmes. Les macro-rythmes, tels que moi je les ai compris, c'est la construction de l'espace et de l'environnement pour l'enfant. Créer des repères stables de lieu et de temps, pour faire émerger des représentations de temps. C'est tel que je les ai compris, hein. C'est peut-être pas exactement ça. Les micro-rythmes, c'est le travail sur la continuité relationnelle dans l'interaction. Et notre travail, nous, à l'hôpital de jour, entre autres, c'est d'aider les parents à s'inscrire dans une routine qu'ils pourront proposer à l'enfant et s'inscrire dans une interaction suffisamment prévisible et là partagée avec le bébé. En conclusion, la théorie de l'attachement, c'est très important de ne pas faire de faux sens, de contresens. Donc ce sont les besoins de l'enfant exprimés à l'égard de l'adulte. C'est une théorie qui est vérifiable, disons, expérimentale. Donc on peut faire de la recherche avec, mais je pense qu'elle a aussi une forte dimension psychopathologique. Elle nous aide à donner du sens aux soins. C'est une théorie du soin, une théorie de la pensée du soin. Et il se trouve que dans les addictions, c'est assez développé comme outil de travail par Sushman et par d'autres. Voilà, merci à vous. Et puis je donne la parole à Béatrice pour qu'elle puisse vous dire, j'ai commencé en introduction en disant qu'on n'était pas très doués, donc on est un peu plus doués depuis que Béatrice nous aide. On va vous expliquer à quel point c'était processuel pour nous aussi. Donc je vais essayer d'aller très très vite. Donc moi ça fait que 1 an que je suis au CPBB, donc 1 an et demi, donc je suis pas du tout experte en périnatalité et addiction, mais on a vécu 2 situations très complexes, notamment vraiment des situations en état de crise. Une première où c'est le père qui consomme énormément et qui a la naissance de son bébé a relancé une grosse crise, plus une conjugopathie, qu'on a connue que 15 jours avant l'accouchement, donc bien trop tardivement selon nous. Et puis la seconde, une femme alcoolodépendante qui avait tenté de se sevrer, mais très tardivement pendant la grossesse, plus une addiction au THC, suivie dans un XAPA avec un projet d'appartement thérapeutique, mais elle lui était tombée tellement de galères depuis la naissance qu'aux 4 mois de cette fille, ça explose. Et donc, on n'a pas pu continuer à travailler. Donc, on a décidé de monter un petit groupe. Donc, on est une grosse équipe, on est environ 40. On a choisi la pluridisciplinarité, de prendre donc, un pédopsychiatre, donc le docteur Dugravier, un psychiatre d'adulte, une infirmière psy, une sage-femme, parce qu'on a la chance d'avoir une sage-femme, et l'une ou l'autre des assistantes sociales du CPBB. Et l'idée, c'était, la démarche, c'était déjà d'explorer un peu la littérature,
Donc on sait que durant la grossesse, il y a beaucoup de littérature, des recommandations HAS, etc., etc. Mais qu'effectivement, pour la période en période postnatale, il existait les quelques programmes dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc on a commencé par une démarche nationale. Je pense qu'il y a pas mal de sages-femmes dans la salle et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent Corinne Chanal. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à lire ses articles. Donc on a pu la rencontrer très longuement. Donc c'est vrai que ce que disait Romain, elle a démarré son expérience à Montpellier. Elle était à la fois étudiante sage-femme et elle faisait des maraudes chez AIDS. Donc voilà, son constat, c'est celui qu'a dit Romain. Mais son constat aussi, ce qui était hyper intéressant, c'est que les femmes sont suivies en psychiatrie, mais seulement 10 sont suivies en addicto. Donc en 96, elle crée un protocole de suivi plus intensif en tenant compte des loupés. Et c'est elle qui accompagne les femmes aussi. Elle évalue de façon scientifique ce dispositif un peu plus tard et il constate qu'il y a moins de prématurés, des hospitalisations plus courtes en maternité. De là, elle crée le GEGA, un groupe d'études grossesse et addiction, auquel vous pouvez être membre. C'est pas très cher, c'est 50 € l'année. Il y a des rencontres trimestrielles. Elle a créé un DU également, plus ses autoquestionnaires. Donc voilà, la première idée pour nous, pour améliorer nos pratiques, c'était de devenir adhérent et du coup de faire partie de ce réseau. De suivre les recommandations du GEGA et de l'HAS, c'est-à-dire effectivement protocoliser un suivi plus intensif, prévoyant les rendez-vous ratés, mais effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, attention, quelquefois il y a des femmes qui vont trouver ça trop, et il faut vraiment leur demander est-ce que ça fait pas trop, c'est quoi votre planning de la semaine, parce que sinon on va les perdre de vue. De travailler le plus en amont possible avec les maternités. Donc nous, on a de la chance d'avoir des psychiatres et des psychologues qui travaillent au sein des maternités et de sensibiliser l'ensemble des équipes. C'est pas seulement les gynécos et les sages-femmes, mais les aides-soignants, les infirmières, etc. Et surtout de partir de la demande de la patiente, de ses peurs, plutôt que des nôtres. Corinne Chanal m'avait donné des premières questions justement pour créer une alliance. Et elle nous recommande d'associer un XAPA le plus tôt possible. Et bien sûr, quand on propose ça aux femmes, c'est d'expliquer quel va être le rôle du XAPA et d'évaluer l'environnement social et familial durant la grossesse. Elle, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, la grossesse, je vais remettre plus par là. C'est vraiment un temps précieux parce qu'il y a une vraie motivation à moins consommer ou à pas consommer, et que cette motivation, elle va partir une fois que l'enfant est né. Et l'idée donc du XAPA, c'est pas, on va pas dire aux femmes, c'est parce que vous allez arrêter vos addictions, puis vous n'aurez pas de rechute. Rassurez-vous, c'est juste vraiment de travailler la motivation, la réduction des risques. Évaluer l'environnement social et familial durant la grossesse. Du coup, cette année, j'ai eu le temps de l'expérimenter puisqu'on a un service de consultation, d'expertise et d'information où on peut rencontrer les femmes à 3 mois de grossesse. Donc, d'un point de vue social, j'ai pu rencontrer ces femmes très en amont, faire des visites à domicile, voir où elles vivaient, comment elles vivaient, qui étaient leurs entourages, quelles étaient leurs vulnérabilités, etc., pour qu'après la naissance, on puisse proposer un protocole vraiment qui soit aux petits oignons. J'ai pu les accompagner en visiter les unités mère-bébé, voir et débriefer à chaud, à froid, visiter l'unité de jour du CPBB, et pour que vraiment le plan de soins à l'arrivée du bébé soit bien travaillé. Ensuite, on a fait une démarche de proximité. On a rencontré 3 XAPA parisiens, dont un XAPA, je ne sais pas si ça existe ici dans cette région, le XAPA Horizon, qui est spécialisé en parentalité. Donc eux, ils ont je pense il faudrait qu'on aille les voir pour construire des outils en commun. Eux, bien sûr, ils nous disent des choses, mais ils vous apprennent rien. C'est que les addictions, ça bloque la maturation psychologique, affective et la gestion des émotions. Et que bien sûr la temporalité du bébé n'est pas du tout la même que celle d'un suivi en addicto, que l'addict est autocentré, que le bébé a besoin que son caregiver soit décentré. En revanche, donc ça, je pense qu'on va retourner les voir pour mieux connaître leurs pratiques, leurs outils. On a rencontré les 2 XAPA du GHU, Marmottan et Moreau de Tours, et en fait on travaillait jamais avec eux. Ça a été vraiment l'occasion d'une rencontre. Pour le moment, on a eu l'occasion que d'orienter la jeune femme dont Romain a parlé, qui souffre de polyaddiction. Elle y était un peu trop tôt, et avec son bébé. Donc au XAPA, normalement, on y va sans son bébé, et un petit peu trop tôt. Et ses envies, ses cravings ne reviennent que maintenant. Donc il va falloir qu'elle y retourne maintenant. Mais du coup, on va pouvoir travailler vraiment ensemble
sur ces situations-là de plus en plus, et on espère de mieux en mieux. Donc voilà, les perspectives pour nous en tant que centre de psychiatrie périnatale, c'est vraiment de travailler mieux avec le GEGA, d'aller à la rencontre du XAPA parentalité, de poursuivre les partenariats. On a des RCP mensuels avec des différents services de psychiatrie périnatale. On a le professeur Carilla qui est venu une fois pour nous parler d'une situation. Donc pourquoi pas inviter les addictos à ces RCP et se former au MTP ou les mettre en œuvre et les adapter un peu à notre culture française. Voilà. Merci beaucoup. Merci.